Vu que je prenais plus de plaisir à en parler, aussi derrière les gens prenaient plus de plaisir à lire ce que je racontais. Et en fait, après, ça crée une boucle vertueuse où une fois que tu as trouvé le contenu à la fois qui te plaît et qui plaît aux gens, tout d'un coup, tu as l'impression de pas avoir d'idées, t'as 100 idées qui te viennent et après, c'est parti, quoi. En sixième, cinquième, quand on faisait de la course en durée, de la course de fond, j'étais déjà bon en fait. Et à aucun moment le prof de sport s'est dit t'es quand même bon, essaye de poursuivre un peu là-dedans. À aucun moment même on a pu nous parler du sport comme une potentielle carrière en fait. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Samy Terki, un confrère copywriter et cofondateur de The Court, l'agence com des marques de sport. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours en tant qu'entrepreneur du sport et la plus grosse erreur qu'il a commise dans son premier business, comment sortir du lot sur LinkedIn en 2024, et pourquoi ce qui fonctionnait ces dernières années ne fonctionne plus aujourd'hui, et pour finir, une anecdote sur une révélation qu'il a eue en assistant au championnat du monde d'heptathlon cette année. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Samy Terki. Bonjour Samy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Ouais, bien sûr, donc je m'appelle Samy, j'ai 23 ans. Me présenter plus sous l'angle un peu sportif, même si ça rejoint aussi ce que je fais dans l'entrepreneuriat. Donc je suis un gros passionné de course à pied et donc coureur depuis que j'ai 17 ans à peu près. Je suis passé en club et maintenant je cours avec un coach en ligne, mais je m'entraîne tout seul. Et ça rejoint un peu ce que je fais dans la vie pro parce que donc j'ai une double casquette à la fois de créateur de contenu, donc principalement dans la course à pied ou essentiellement sur LinkedIn. Je partage mon quotidien de coureur, mes entraînements, ma vision du sport aussi de manière plus générale en France. Et je suis aussi le cofondateur de The Court, qui est une agence de communication pour les marques dans le sport, où on intervient auprès d'entreprises, que ce soit comme Decathlon ou d'autres marques dans le sport, pour les aider à créer du contenu à l'écrit ou en vidéo sur les réseaux. Ok, on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ton histoire avec le sport et comment t'en es venu à la course à pied finalement? Je pense que j'ai toujours été passionné de sport, mais au début, en tout cas jusqu'à mes 16 ans, c'était plus en tant que consommateur, on va dire. Beaucoup regarder le foot avec mon père, beaucoup regarder le tennis aussi, un peu plus tout seul. Mais sinon, ouais, jusqu'à ce que je commence la course, je faisais du sport en cours comme tout le monde. Et puis j'étais inscrit au tennis, je jouais une fois par semaine et parfois pendant les vacances, mais il y avait vraiment, même quand on me proposait de faire des tournois avec le club, je disais non parce que je voulais vraiment jouer pour le plaisir et tout. Il n'y avait aucune envie compétitive derrière. Et puis en fait, quand j'ai commencé à courir, je me suis pris au jeu, comme beaucoup de gens se prennent au jeu, tu commences à courir, tu fais des petits footings, puis un jour tu vois qu'il y a une course pas loin de chez toi, tu t'inscris, tu prends un dossard, puis tu te rends compte que c'est quand même sympa de faire une course, et puis t'as le retour direct du chrono qui fait que tu as envie de t'améliorer. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'une fois que tu mets un peu le doigt dans l'engrenage, t'es happé, et puis tu passes de footing comme ça de temps en temps à 3 4 5 six. Puis en fait, tu commences à t'entraîner très sérieusement. Et maintenant, euh, je- enfin, quand j'ai commencé, je pensais pas du tout avoir un esprit compétitif comme ça, mais maintenant, je suis vraiment à fond dans l'aspect performance, améliorer mes chronos, m'entraîner plus, etc. Ok, est-ce que tu as des distances favorites justement du coup? Euh, Distance favorite, je dirais le semi-marathon. Et j'ai pas encore touché au marathon, je pense que ça viendra en 2025. Je m'étais fixé ça, de dire le marathon de Paris 2025. Mais le semi, je trouve que c'est le bon équilibre entre. Enfin, c'est un effort qui est rapide quand même, parce qu'on court quand même relativement vite, mais pas trop long et pas trop brutal comme le 10 km qui est. Enfin, 10 km et en dessous, je trouve que c'est vraiment. J'en fais, mais je le fais pour le chrono, mais je prends pas tellement de plaisir. C'est vraiment intense et c'est là en fait que le niveau douleur, c'est jamais connu pire que sur des 10 km ou des 5 km. Ok. C'est quoi justement du coup ce qui te plaît dans la course à pied? Déjà au quotidien, je trouve que c'est un sport qui est par essence essentiellement solitaire, et en fait ça fait du bien d'avoir un peu ce moment dans la journée où tu mets tes écouteurs, tu mets tes chaussures, tu sors courir, et pendant 1 heure 30, t'es vraiment sans distraction, sans interruption,
es tout seul dans ton effort, tu fais ton truc en écoutant, moi j'écoute pas mal de podcasts en courant ou de la musique parfois. Et ça fait du bien. Puis en plus, c'est un sport que tu pratiques. Enfin, tu peux courir sur le tapis, mais ça t'oblige au moins à sortir prendre l'air. Donc ça aussi, quand tu bosses depuis chez toi, que t'as aucune obligation de sortir pour aller au bureau et tout, mine de rien, ça fait quand même du bien de se mettre dehors, quoi. Et puis après, enfin, je sais que ça va varier selon les gens. Il y a des gens qui vont détester ça parce que c'est très routinier, c'est très, la seule manière de progresser en course à pied, c'est de courir. Tu pourras pas faire, il y a pas, il y a pas tellement d'entraînement possible. Mais moi, ça me convient aussi dans l'idée que, en fait, c'est quelque chose qui est assez carré, où tu sais que si tu mets les bons trucs en place, tu fais les bons entraînements, tu vas progresser de manière assez certaine. Il n'y a pas trop une dimension technique, tactique, etc. C'est vraiment purement de la performance physique. Et j'ai jamais été très très bon dans les sports qui demandaient de l'esprit d'équipe, de la technique, enfin, autre chose. Alors que là, pour le coup, je sais que ça me paraît plus simple, plus pur, entre guillemets, et ça me convient très bien. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est un sport qui récompense l'effort, justement, et c'est vrai que c'est Ah c'est ouais, assez plaisant. Ce qui n'est pas le cas du tennis, par exemple. J'ai par pratiqué exemple. aussi un peu, ouais. Du coup, tu parlais un petit peu de performance. Comment t'organises ton année autour de ça? Enfin, comment tu fixes tes objectifs et ensuite, quelles sont les étapes pour les atteindre? Donc j'ai la chance de me faire coacher depuis septembre 2022. Enfin, je suis passé en club. Après, j'ai eu un moment où je m'entraînais tout seul ou avec des applications, des plans sur Internet. Et là, en septembre, j'ai repris un coach. Et en fait, il y a pas mal de la planification qui se passe simplement en discutant avec lui, en voyant un peu qu'est-ce qui serait intéressant de faire, en essayant aussi d'espacer les compétitions dans l'année parce que quand j'étais en club, on faisait beaucoup, beaucoup de compétitions parce qu'il y avait la piste, il y avait les crosses, il y avait les compétitions sur route, etc. Et en fait, quasiment toutes les 2 semaines, je faisais une course. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. Je préférais prendre le temps. Parfois, enfin, par exemple, cette année, j'ai fait 2 courses. En fin d'année, je vais en refaire une. Donc, ça fait 3 sur l'année. Finalement, c'est pas beaucoup. Mais en fait, moi, ça me va très bien d'avoir des longues périodes de préparation pour arriver à l'événement. Puis ensuite, 1, 2 semaines de coupure. Et on repart sur un très long cycle de préparation. Et moi, ça me va très bien. J'aime pas être tout le temps en train de préparer une course, puis la suivante, puis la suivante. Je préfère avoir voilà, 2, 3 gros événements dans l'année. Je sais que je mets tout en place pour être performant là. Et le reste du temps, je m'entraîne et il y a pas d'échéance immédiate. Ok. Ce serait pas Maxime Lopez, par hasard, ton C'est coach? exactement Maxime Lopez, Ah, ouais. ok. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? En fait, on s'est rencontrés enfin, virtuellement avant que ça devienne mon coach par l'angle de l'entrepreneuriat parce que on a commencé à échanger quand lui, il avait créé, même pas encore la chaîne YouTube, mais le blog Runwise. Et il était en train de lancer des petites formations en ligne, etc. Moi, à cette époque, j'avais un autre business qui était aussi dans la course à pied, mais beaucoup plus axé sur les débutants. Lui, il est plus quand même sur des coureurs aguerris slash performance. Et du coup, on discutait, on s'échangeait des conseils parce qu'on était tous les deux au début de notre parcours entrepreneurial. On s'était un peu aidés. Puis ensuite, du coup, je l'ai vu grossir sur YouTube, d'ailleurs assez rapidement. Et, euh, et j'avais pas pensé à me faire coacher par lui parce que je m'entraînais tout seul et j'avais l'impression que ça marchait bien. Avec du recul, finalement, ça marchait pas si bien que ça. Et puis je me suis dit, ça serait cool quand même d'avoir quelqu'un qui me structure un peu. Et en fait, c'est la première personne à qui j'ai pensé parce que, on se connaissait déjà un peu. Et deux, il était resté dans mon esprit parce que je voyais ses vidéos YouTube régulièrement. Et c'est quelqu'un qui est vachement, je trouve, déjà, qui a une personnalité qui est super, on va dire, apaisante, calme, bienveillante. Enfin, ça se voit dans ses contenus, et il est comme ça dans ses coachings aussi. Et puis, sa philosophie d'entraînement, vu que lui est parti très tôt en Amérique, au Canada, ça change pas mal de ce qu'on fait en France. Du coup, ça change pas mal de ce que j'ai connu en club ou de ce que j'ai pu trouver sur les plans d'entraînement français, etc. Et ça me convenait bien à ce moment-là de voir autre chose et je regarde pas du tout. Ok. Et c'est quoi, on va dire, le principal bénéfice que tu retires d'avoir un coach versus prendre des plans d'entraînement un petit peu lambda, on va dire? C'est vachement le truc de j'aime pas dire ça, mais j'ai pas le mot français, donc l'accountability, d'avoir quelqu'un où, en fait, enfin, fondamentalement, je pense que Maxime serait pas, en colère ou déçu si genre je loupais une semaine d'entraînement, tu vois? Enfin, c'est pas qu'il s'en fiche, mais il comprendrait très bien. Mais moi, de mon côté, il y a un peu ce truc de,
OK, il y a quelqu'un qui compte sur moi, il y a quelqu'un à qui je dois rendre des comptes parce que, bah, on s'envoie des messages, il voit ce que je fais, on s'appelle tous les mois et cetera. J'ai pas envie de passer pour un imbécile au prochain appel, en arrivant en disant, «Bah, j'ai rien fait le mois dernier» ou, «J'ai fait un quart de ce que tu m'as dit» et tout. Là où une application, bah, certes, tu as un plan, mais bah, au pire, l'application, tu la désinstalles ou il y a personne qui va jamais t'envoyer de message. Donc là, il y a vraiment un truc où, tu sens qu'il y a un contact humain qui fait que tu as pas envie de décevoir la personne. Et puis au-delà de ça, bah, juste, en termes de confiance, même si l'application a été développée par un coach derrière et cetera, heu, je me sens plus à l'aise de suivre le plan de quelqu'un vraiment, plutôt que d'une application où le plan est semi-individualisé parce que, bah, il y a peut-être, 50 000 utilisateurs, donc c'est fait selon des paramètres que tu renseignes, mais en fait, tu as un plan qui est plus ou moins générique. Là, pour le coup, je sais que c'est vraiment fait pour moi, le temps que j'ai consacré, mon niveau et cetera, donc ça rassure. OK. Du coup, c'est quoi un petit peu tes objectifs, majeurs? Donc tu as dit le marathon sûrement pas avant, 2025. Du coup 2024, c'est quoi un petit peu tes principaux objectifs de l'année? Alors là, je te dis ça, mais j'ai pas encore pris de dossard pour quoi que ce soit. Mais je me disais, idéalement, un semi-marathon début d'année, donc entre janvier et mars. Je sais que par exemple en mars, il y a le semi de Paris évidemment. Janvier, il y a un truc il y a Barcelone. Au printemps, 10 kilomètres. À la rentrée, donc septembre, j'ai déjà pour le coup un dossard, parce qu'on m'a offert un dossard pour, la course du viaduc de Millau qui doit faire, 23 kilomètres, je crois. Et fin d'année, bah, ça sera déjà plus ou moins le début de la prépa marathon pour, l'année prochaine, donc peut-être un semi-marathon pour commencer, enfin pour continuer à travailler sur des distances longues. Et voilà, et ensuite ça m'amènera, bah, du coup, tranquillement jusqu'au printemps 2025, pour le marathon. OK. Tu as d'autres, objectifs au-delà du marathon? Bah, après, j'essaye pas mal de raisonner en termes d'objectifs de processus, si on veut, plutôt que de me dire, «Je vais faire, tel chrono, je vais faire telle course». Je sais que je suis content de me dire, bah, peut-être que dans 6 mois, je pourrais faire, chaque semaine, je sais pas, 120-150 kilomètres d'entraînement dans la semaine, ou que, je vais passer de tel nombre d'entraînements à tel nombre d'entraînements. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent aussi de tester, de voir ce que ça fait de courir plus, de voir ce que ça fait de changer certaines choses. Donc en fait, c'est un sport qui finalement, même si on peut se dire que c'est assez simple, en fait, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer, qui permettent de toujours s'améliorer, de toujours optimiser plein de choses. Et bah, en fait, l'objectif, c'est juste de continuer comme ça, de voir, comment je peux améliorer, de voir ce que je peux faire pour progresser. Puis après, bah, les chronos, ça suivra, mais enfin, j'ai pas envie d'avoir ce truc où une fois que j'ai couru un marathon, je me dis: «Bah, ça y est, j'ai fini le jeu et j'ai plus envie de courir», quoi. OK. Ce que je voulais dire par là aussi, c'est un petit peu, est-ce que tu as, par exemple des courses mythiques, tu vois, auxquelles Mmh, tu participer ou ouais. Bah, là, au moment où on enregistre, il y a eu le marathon de New York il y a 3-4 jours. C'était le week-end dernier. Et c'est vrai que quand tu vois les images, les retours d'expérience des coureurs, enfin, tu vois le moment où ils arrivent dans Manhattan et tu as des dizaines de milliers de personnes vraiment au bord de la route qui hurlent et qui t'encouragent. Enfin, rien que de voir ça, ça donne des frissons. Tu te dis en courant, ça doit être vraiment quelque chose. Et il y a des courses comme ça. Il y a New York, il y a Londres aussi, apparemment, qui est exceptionnel sur l'ambiance. Donc ouais, il y a des courses comme ça qui font envie. En plus, c'est aussi, c'est aussi l'occasion de voyager, mais bon, on a des trucs aussi, en France et même pas très loin de la France qui sont déjà super. Mais ouais, ouais, enfin, pour un premier marathon, je me disais que Paris, c'était bien parce que c'est quand même «à la maison» entre guillemets. Tu pas le stress du voyage, de découvrir une ville. Mais après, oui, enfin, combiner, découvrir une ville, découvrir une expérience ailleurs, et en plus faire une course, bah, carrément. OK. Et du coup, de manière générale, qu'est-ce que le running t'apporte au quotidien? Quels enseignements tu retires de cette pratique et que tu peux appliquer dans ta vie de Hem, tous les jours? ouais, ouais. Bah, le principal enseignement, je dirais que c'est quand même, ça m'a vachement libéré sur, le fait d'être ambitieux, en fait. Bah, parce que, avant de commencer ou même, aux 1 années, j'étais vachement, bah, un peu pépère, tranquille. Je faisais ma vie, mais j'avais pas spécialement je savais pas trop où je voulais aller, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Je me laissais un peu porter, puis je me disais: «Bah, on verra bien», et puis, j'avais jamais vraiment eu, une discipline où je sentais que je pouvais devenir très bon et où du coup j'avais le goût de l'effort et de m'y mettre à fond et de me dire,
«Ah, peut-être que là, tu as un potentiel, tu peux faire un truc, vas-y, on va voir jusqu'où on peut aller». Et la course à pied, ça a été ça. Et en fait, le fait de voir que, bah, dans la course à pied, même si ça prend du temps et je suis encore à des années et des années de sans doute, peut-être un jour atteindre le potentiel maximal que je peux avoir, bah, tu mets plein de choses en place et tu vois concrètement que tu progresses parce que, bah, c'est super, concret. Tu vois ton chrono qui baisse, tu vois, ton allure, qui augmente et cetera. Bah, tu te dis en fait, je suis capable de faire des trucs quand je me fixe des objectifs qui sont hauts, bah, je suis capable de les atteindre. Et ça se transfère vachement vers d'autres disciplines. On parle d'entrepreneuriat, ça se transfère évidemment là-dessus. Et puis après, même des projets perso, que ça soit, je sais pas, je suis capable de, je sais pas, apprendre une langue, à vivre à l'étranger, enfin plein de choses comme ça, quoi. OK. Du coup, au travers de ce podcast, j'ai aussi envie d'explorer un petit peu, quelles sont les différentes manières de gagner sa vie grâce au sport, autre qu'en étant, athlète professionnel, ou du moins comment l'intégrer dans son activité. Et toi, en l'occurrence, tu as fait tes premiers pas dans l'entrepreneuriat via un business en ligne sur la course à pied. Est-ce Mmh. que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte, dans lequel tu as décidé de te lancer à ce moment-là? Ouais, donc ça remonte à 2020, le premier confinement. J'ai l'impression que 95 des des histoires entrepreneuriales qu'on entend en ce moment, c'est normal. Et en fait, à l'époque, je tombe par hasard, je sais plus exactement, comment, mais sur des vidéos YouTube, d'influenceurs slash coach business slash enfin voilà, tu vois le genre de profil qui parle de gagner sa vie en ligne, etc., vivre de sa passion, enfin cette sémantique qui revient beaucoup et qui me parle à ce moment-là, parce que je suis en stage, dans un stage qui m'épanouit pas spécialement. Enfin, l'équipe est sympa et tout, mais je me dis, bon, c'est peut-être pas ce genre de métier que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Donc ça tombait au bon moment. Et bah, je me dis, «OK, bah, pourquoi pas essayer de lancer un blog?» Je sais pas pourquoi j'ai pensé à un blog et pas une chaîne YouTube, mais bon, bref, un blog sur un thème, un truc qui me tient à cœur, donc la course à pied. Et donc c'est parti de là. J'ai créé, un blog qui s'appelait, parce que ça n'existe plus, le Lièvre en basket, où je donnais des conseils, en course à pied pour des débutants, genre vraiment des gens qui n'avaient jamais couru de leur vie ou alors qui avaient juste fait une fois un footing le dimanche et qui voulaient s'y mettre un petit peu. Donc j'avais rassemblé une petite, communauté, un groupe Facebook aussi qui existe encore, je crois, avec, quelques centaines de membres. Et j'avais, testé de lancer, plusieurs petits produits, de formation pour, aider les gens à courir ne serait-ce que 30 minutes sans s'arrêter, sans être essoufflé. Et avec du recul maintenant, je vois que j'ai fait des tas et des tas et des tas d'erreurs sur ce business, mais en fait, ça m'a permis de toucher à tout, de découvrir, bah, la création d'un blog, la rédaction d'articles, la publicité Facebook, l'email marketing, enfin plein, plein de choses, qui ensuite m'ont servi plus tard, même si au final, ça a été un échec. Finalement, j'en ai tiré plein, plein de choses pour tout ce que j'ai fait ensuite, quoi. OK. Tu nous as parlé d'erreurs justement, c'est quoi un petit peu les les erreurs, Ouais. majeures que tu penses avoir faites? Hem, la plus grosse erreur, je pense que j'étais un peu trop obsédé par, l'idée de me dire: «Il faut que je sois suivi par, beaucoup de monde». Là, en l'occurrence, moi, c'était d'avoir beaucoup de monde inscrit à ma newsletter pour ensuite, leur proposer, des offres. Je me disais: «Si j'ai 50 personnes sur ma newsletter, ça sert à rien, il y a personne qui va acheter». Alors que si j'en ai 800, forcément, c'est mieux. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est qu'il vaut mieux avoir 50 personnes qui sont là de leur plein gré, qui sont ultra engagées, qui adorent ton contenu, plutôt que 800 personnes qui sont tombées sur une pub Facebook où on leur propose de faire un espèce de quiz et pour recevoir les résultats du quiz, il faut mettre leur email, ce qui était ma stratégie. Et du coup, j'ai récolté genre 700 à 800 mails avec des quiz sur Facebook, des trucs comme ça, où ça se trouve, les gens ont laissé un email poubelle en plus, hein, j'en ai aucune idée, mais les gens n'étaient pas spécialement engagés avec moi et du coup, bah, moi j'étais content, je voyais le nombre d'abonnés qui montait. Et en fait, bah, j'ai compris que c'était pas du tout la bonne stratégie parce que derrière, je voyais bien que quand j'envoyais des newsletters, il y avait quasiment personne qui répondait. Quand je lançais des offres, bah, il y avait très 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 peu de ventes. Parce que, bah, OK, j'avais une audience qui était pas ridicule, mais par contre, j'avais pas vraiment de personnes qui s'intéressaient à mon contenu, quoi. OK. Du coup, à partir de là, qu'est-ce que tu réalises? Bah, je réalise, 2 choses. Première, c'est que, parler à des débutants, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Parce qu'en fait, même si je suis très, très, très loin d'être un coureur professionnel, c'est quand même parfois difficile de se remettre à la place de quelqu'un qui commence une activité quand toi, tu es un petit peu plus avancé. Et je me rends compte que, bah, je suis pas forcément super à l'aise pour me remettre à la place de quelqu'un qui n'arrive pas à courir, 15-20 minutes.
que je suis pas forcément la meilleure personne pour lui donner des conseils et cetera. Et je réalise aussi que, bah, dans toutes les compétences que j'apprends, il y en a une qui me plaît pas mal. Enfin, le marketing m'intéresse pas mal et en particulier le copywriting, donc le marketing, on va dire, vraiment marketing direct à l'écrit. Ça me plaît pas mal et je me dis: «Bon, bah, là, je vois que ça va pas dans la bonne direction avec ce projet». Mais par contre, j'ai appris des trucs, des compétences, dont le copywriting, que je pourrais essayer de proposer en freelance et c'est toute fin 2020 que je pivote et que je commence en freelance en tant que copywriter et toujours avec des clients idéalement nichés dans le sport. OK. Donc ça a été une volonté dès le départ de cibler des personnes, plutôt dans le sport? Ouais, parce qu'en fait, je me disais, en tant que freelance, j'ai zéro portfolio, j'ai aucune expérience. Par contre, bah, j'ai un projet précédent qui est ce blog dans la course à pied. Donc, je peux toujours faire levier dessus pour dire, bah, j'ai quand même monté un projet entrepreneurial dans le sport, j'ai quand même rédigé de l'email marketing dans le sport, j'ai fait des rédactions d'articles de blog dans le sport. Et ça me permettait de me créer un semblant de background professionnel alors que il y avait pas grand-chose, mais au moins ça me paraissait plus facile ensuite d'aller parler à des personnes qui sont dans ce marché en leur disant bah j'ai quand même un peu une expertise proche de ce que vous faites quoi. OK. Et quelle est du coup un petit peu ta stratégie? Comment tu trouves tes 1ers clients? J'ai fait beaucoup de prospection à l'époque. Enfin, c'est pas ce qu'on conseillerais de faire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment je me disais: «Bah, si j'envoie un message à 100 personnes, dans le lot, il y en a 10 qui répondent et dans les 10 il y en a 2 que j'arrive à signer en client et bah, bingo, j'ai 2 clients, quoi». Donc c'était vraiment, la stratégie des grands nombres en me disant: «Bah, plus tu frappes large, plus, si t'as de la chance, il y a plus ou moins quelqu'un qui va être intéressé». Et en plus, je te dis ça, on est en 2020, donc le copywriting, c'est pas aussi mainstream que ça l'est aujourd'hui où, bah, je sais pas, quand je vais sur LinkedIn, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de copywriters, ghostwriters, rédacteurs, machin. Enfin, c'est un truc qui a vraiment explosé ces 2 dernières années, alors que quand j'ai commencé, c'était le tout début de la vague, donc c'était un poil plus facile. Maintenant, ce que j'ai fait, ça marcherait plus du tout, je pense. Mais non, n'empêche que j'ai trouvé une première mission comme ça. Je m'étais mis aussi sur des plateformes comme Malte et tout, mais ça a jamais trop fonctionné pour moi. Donc pas mal de prospection directe. Et après, bah, en fait, une fois que ça s'enclenche, un tel va te parler d'un tel. Enfin, c'est presser du réseau, beaucoup, des opportunités en rencontrant d'autres freelances qui sont plus avancés que toi, qui ont pas le temps de gérer des projets, qui t'envoient des clients. Enfin, ça s'est fait ensuite un peu comme ça. OK. Tu décides aussi de te lancer sur LinkedIn. Alors c'est à Mmh. quelle période? Je pense que c'est début, 2021 ou genre mars 2021 parce que j'avais suivi la formation de Stan Leloup, qui a donc Marketing Mania, la chaîne YouTube. Il a une formation sur, comment avoir une carrière de freelance, enfin, comment structurer sa carrière de freelance et il conseillait justement de se créer un compte LinkedIn, de créer du contenu pour avoir une belle vitrine en fait, un profil qui est beau, qui est actif, où on voit que tu partages des choses, qui permettait, bah, du coup, non seulement d'avoir du contenu qui peut-être dans 3 6 mois t'attire des demandes entrantes sans que tu rien à faire, entre guillemets, mais qui en plus te crédibilise quand tu vas contacter d'autres personnes parce que la personne que tu prospectes, elle voit que t'es pas un fantôme, que tu es une vraie personne qui partage du contenu, donc ça te rend plus sérieux. Donc j'ai commencé à cette époque-là. Donc rien à voir avec le contenu que je partage aujourd'hui sur LinkedIn. À l'époque, j'étais vraiment bah, à partager des posts conseils sur le copywriting, etc. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup des contenus comme ça. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, donc ça pouvait encore marcher. Euh, et en prospectant sur LinkedIn avec donc, cette double stratégie création-prospection, j'ai trouvé aussi encore de nouveaux clients comme ça sur la plateforme. OK. Et du coup, à ce moment-là, tu travailles plus uniquement avec des gens qui sont, nichés dans le sport. Tu t'élargis un petit peu ou pas encore? Bah, de préférence, j'essaye de rester avec des gens qui sont dans le sport. Après, enfin, c'était encore les tout débuts de ce que je faisais en tant que freelance, donc c'est vrai que quand tu as un mois où tu as genre bah, pas de mission, où tu as une seule mission qui te prend pas beaucoup de temps et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et que tu as une opportunité, même si ça sort de ton scope initial de ce que tu avais prévu de faire, bah moi je me disais bon bah c'est pas grave, je prends de toute façon j'ai pas j'ai pas 46 demandes donc je vais la faire. Et puis finalement enfin c'est pas plus mal aussi parfois de sortir de sa niche, d'aller voir autre chose, d'aller parler à d'autres personnes. Enfin, je l'ai pas fait tant que ça, mais les quelques fois où je l'ai fait, j'ai pas du tout regretté. OK. Et du coup, tu nous dis que au départ, tu partages plutôt du contenu axé copywriting. À partir de quel moment tu décides de réintégrer le sport un peu plus dans ton branding, le remettre vraiment au cœur de
Hem, Bah, en fait, il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a un moment où, 2021, c'est encore les débuts, c'est un peu en dents de scie, niveau, client et cetera. Mais fin 2021 et début 2022 et tout 2022, en fait, j'ai, une base de clients qui est la même de mois en mois et où j'ai plus vraiment l'impression, peut-être à tort, mais j'ai plus vraiment l'impression d'avoir besoin de prospecter. Du coup, bah, je me dis, «OK, sur le contenu, je peux peut-être plus m'amuser, peut-être plus faire, un peu parler de choses qui me plaisent», tout en sachant que, bah, je me dis: «Si je parle de sport, au final, moi, je vais quand même cibler des personnes qui sont sur ce marché, donc ça va quand même leur parler». Hem et puis, en fait, petit à petit aussi, surtout, j'en ai eu marre de parler de de copywriting tout simplement et je trouvais ça, enfin, dommage d'avoir, toute une partie de ma vie qui me prend beaucoup de temps, même, en termes de ressources mentales, à savoir la course à pied, qui est, bah, un truc qui est super important pour moi et de pas du tout le partager dans mes contenus, alors que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc je me suis dit: «Bah, je vais commencer à en parler». J'ai vraiment commencé à beaucoup en parler, cette année, en fait. Début 2023, j'ai commencé à beaucoup en parler. Et en fait, je me suis rendu compte que ça intéressait pas mal les gens, que, bah, vu que je prenais plus de plaisir à en parler, aussi derrière les gens prenaient plus de plaisir à lire ce que je racontais. Et en fait, bah, après ça crée une boucle vertueuse où, une fois que tu as trouvé tu as l'impression de créer le contenu à la fois qui te plaît et qui plaît aux gens, bah, tout d'un coup, tu as l'impression de pas avoir d'idées, tu as 100 idées qui te viennent et après c'est parti, quoi. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, enfin un copywriter d'ailleurs qui veut se lancer sur LinkedIn aujourd'hui? Hem, en Franchement, c'est aujourd'hui, je pense que si tu t'arrives en faisant des posts, 5 conseils pour écrire une bonne page de vente, 5 conseils pour écrire un bon email, bah, on les a tous lus et en fait, maintenant, quand tu fais ce genre de contenu, tu es immédiatement, flagué comme, débutant, qui débarque, qui a pas encore, compris les codes. Donc ça va plus te desservir qu'autre chose. Parce que tes prospects, ces posts-là, ils les ont déjà vus 100 fois et ils en ont marre. Et toi, en fait, bah, tu vas apporter des conseils basiques parce que, bah, c'est normal, tu es débutant et tu pas une expertise encore de fou. Donc, moi, ce que j'ai vu enfin, de ce que j'ai vu, qui marche bien, c'est, des gens qui allaient, se mettre en tant que copywriter ou ghostwriter sur des marchés très, très, spécifiques, et des marchés où ils ont une expertise, précédente, même, d'une autre vie, que ça soit d'une reconversion professionnelle et cetera, et qui vont parler par exemple, il y a j'avais parlé à une copywriter, je sais pas, qui est, spécialisée dans la rédaction de, fiches de recrutement, parce que, avant de se reconvertir, elle était, responsable RH ou un truc comme ça et elle parle, vachement de politique RH, de trucs comme ça sur LinkedIn. Et bah, en fait, c'est vachement mieux que si elle faisait des conseils, des tips copywriting parce que, bah, finalement, elle est sur un truc, qui est plus frais, qui est plus neuf, qui lasse moins les gens. Donc voilà, pas hésiter à sortir un peu de se dire: «Je suis copywriter, je dois parler de copywriting». Non, tu peux aller un peu plus loin et ensuite essayer de tisser des liens avec, ton expertise métier, quoi. OK. Du coup, toi, en septembre 2021, me semble-t-il, tu lances la newsletter Les Altépreneurs, qui est à l'origine les entrepreneurs, il me semble. Quelle était Ouais. la promesse derrière ça? Ouais, alors ça, en fait, ça fait, septembre 2021. Déjà, justement, à l'origine, c'était une newsletter pour, des entrepreneurs où je parlais de copywriting, simplement. Et en fait, la base email existe toujours, sauf que maintenant, du coup, la promesse, c'est d'aider, des entrepreneurs à se remettre à l'activité physique et idéalement, à travers les courses à pied parce que c'est ça que je connais le mieux. Mais c'est la même, newsletter, enfin, c'est la même audience qui a évolué, et qui m'a suivi, sur un autre sujet. Mais à l'origine, bah, c'était juste, en fait, où je me disais, bah, OK, c'est cool, je fais de la prestation de service, et cetera. Mais ça pourrait être bien aussi développer, ma propre audience, pour, partager, bah, ma vision de ce que je faisais à l'époque dans le copywriting, donner des conseils peut-être à des gens qui sont un peu moins avancés que moi, sur, bah, comment, tu peux trouver tes premiers clients, comment est-ce que tu peux gérer une mission et cetera. Et c'était aussi, un moyen, bah, voilà, de peut-être de me diversifier mes sources de revenus en créant, bah, des offres de coaching, des offres de formation et ça, je l'ai fait, donc de septembre 2021 à, début 2023 et en fait, quand j'ai commencé vraiment sur, LinkedIn à parler à fond de course à pied, j'ai aussi fait le switch, sur ma newsletter où je me suis dit: «Bah, OK, maintenant je vais continuer à parler aux entrepreneurs parce que c'est quand même la cible que je connais le mieux».
mais je vais leur parler d'autres choses, je vais leur parler d'équilibre pro-perso, d'activité physique, de comment tu peux aussi sortir un peu de la sédentarité parce que tu es tout le temps devant ton bureau, mais c'est cool d'aller prendre l'air, de course à pied, etc. Ok, donc aujourd'hui, tu as créé quel type d'offre sur cette newsletter? Aujourd'hui, c'est tout récent, j'ai lancé une offre de coaching en course à pied, donc un abonnement mensuel où les gens ont accès à un programme d'entraînement que je fais moi-même après on se fait un échange au téléphone pour faire un bilan sur là où ils en sont, quel niveau de forme, quel niveau de pratique, quel temps ils ont à consacrer à la course à pied, etc. Ensuite, moi, je leur prépare un plan d'entraînement et je suis disponible par message tout le temps pour échanger, améliorer le plan, peaufiner, répondre aux questions. Enfin, voilà. Ok, d'accord. Et comment les gens arrivent sur ta newsletter, du coup, c'est quoi un petit peu ton canal d'acquisition? Pour l'instant, exclusivement via LinkedIn parce que je fais pas de contenu vidéo ou de podcast ou ce genre de choses. Euh, Même si enfin, c'est vrai que à force, je me dis que ce serait bien peut-être de commencer à faire des vidéos, au moins des shorts, parce que LinkedIn pour l'instant le met pas en avant, mais je vois pas comment il pourrait être la seule plateforme qui résiste face à l'omniprésence de la vidéo. Je pense qu'il y a un moment où on y arrivera. Et d'ailleurs, il y a pas mal de créateurs qui repostent leurs shorts sur LinkedIn et ça commence à pas trop mal marcher. Mais pour l'instant, ouais, mon tunnel, c'est contenu d'acquisition et de découverte sur LinkedIn. Les gens voient le lien vers ma newsletter. Je la mets pas forcément tout le temps en avant, mais les gens qui veulent la trouver, c'est simple, c'est sur mon profil. Donc, ils trouvent, ils s'inscrivent. Et après, il y a un email qui part toutes les semaines. Toutes les semaines, j'aborde une thématique différente. Et toutes les semaines, dans la signature de l'email, il y a un lien vers l'offre de coaching. Donc, c'est plus un travail à long terme dans le sens où, je sais pas, je me dis que la personne qui me rejoint en coaching, peut-être que ça fait 6 mois qu'elle me lit sur LinkedIn, 3 mois qu'elle lit ma newsletter. Et enfin, une fois qu'elle est bien habituée à tout ce que je raconte, elle va rejoindre le coaching. Mais c'est pas un truc, enfin, je sais que c'est pas un achat d'impulsion, quoi. Ok. Aujourd'hui, tu as combien de personnes sur cette newsletter? Là, il y a 1100 personnes environ, Ok. Et c'est la seule offre que tu proposes pour l'instant? pour l'instant. Même Ok. si je réfléchis à d'autres choses, je sais pas encore quoi, mais voilà, c'est toujours, enfin, juste pour tester, voir ce qui marche. Enfin, ça, c'est aussi un truc que j'avais appris du premier business que j'ai lancé, où j'étais un peu obsédé par le modèle il faut vendre des formations en ligne, machin. En fait, tu te rends compte que la question, c'est pas faut vendre des formations en ligne ou pas, c'est juste qu'est-ce que tu peux faire pour. Enfin, quels problèmes ont les gens qui sont en face de toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le résoudre. Ensuite, est-ce que le format, c'est une formation en ligne, un webinaire, une masterclass, peu importe, en fait, on s'en fiche. Essaye, tu verras bien ce qui marche pas. Au pire, tu as testé un truc, ça marche pas, tu peux le réutiliser autrement ou tu as juste appris quelque chose. Donc, franchement, je sais pas exactement quel format prendre, mais je sais que j'ai envie de tester d'autres trucs. Ok. Alors, en intro, tu nous as dit aussi que tu étais le cofondateur de l'agence The Court. Ouais. Quand et comment est né ce projet-là? Donc, en fait, quand je me lance en tant que copywriter freelance fin 2020, il y a un de mes premiers clients qui s'appelle Arthur Marie, qui à l'époque travaille sur un projet de création de contenu dans le tennis. Il fait des vidéos YouTube avec son frère où il donne des conseils pour les joueurs de tennis, etc. Et derrière, il vend des formations en ligne. Donc ça, c'est un de mes premiers clients que je rencontre via un groupe Facebook. Et en fait, depuis cette époque-là, on a toujours continué à travailler ensemble et on s'est rapprochés aussi sur le plan perso. On est devenus plus amis, on échange beaucoup, etc. Et donc là, Arthur enfin, a fait évoluer un peu son business de vente de formation vers modèle agence. Et en fait, au tout début de l'agence The Court, j'étais encore prestataire. Et en fait, à force, on a décidé de s'associer sur cette boîte, donc, qui est une agence de communication qu'on a finalement que Arthur a lancé un tout petit peu avant que je le rejoigne, mais où maintenant on est associé. Ok, d'accord. Et c'est quoi globalement les services que propose l'agence, à qui ça s'adresse? Donc on va dire le client idéal, c'est une marque dans le sport, que ça soit aussi bien un équipementier que, par exemple, on a travaillé avec Renault pendant Roland-Garros. Renault n'est pas une marque de sport, mais autant pour le coup, à Roland-Garros, ils sont partenaires majeurs du tournoi.
Donc ils avaient des besoins, de création de contenu, sur les réseaux. Donc la prestation, type, si on veut, c'est, une marque, qui vient, qui a potentiellement une communication un peu vieillotte ou un peu, qui sait pas trop comment s'y prendre avec le format vertical, avec ce genre de choses. Nous, on leur, propose des idées et on les met aussi, on leur propose de collaborer avec des créateurs de contenu, qui sont qu'on représente en fait, via l'agence, et on les aide du coup à un peu moderniser leur communication, à travailler avec des créateurs qui connaissent bien les codes de ces plateformes. Ça, c'est, on va dire, 95% des missions. Il y a 5% des missions qui viennent principalement via mon profil pour des demandes encore un peu de copywriting, ghostwriting aussi, LinkedIn. Ok, du coup, c'est exclusivement les marques qui vous démarchent. Il y a évidemment des demandes entrantes comme ça. Après, il y a aussi un travail de prospection, d'aller parler aux gens, d'aller parler à d'autres agences aussi. Enfin, c'est comme d'hab, en fait, il y a de inbound, outbound et réseau, quoi. Enfin, c'est un peu Ok, les trois. Et puis, c'est sûr que le plus sympa, c'est quand tu reçois un message privé et que quelqu'un a déjà un besoin. Mais si tu comptes que sur ça, tu as quand même un truc où t'as jamais un flux stable de demande, quoi. ok, ça marche. Et concrètement, dans les process, combien de temps ça dure à partir du moment où une marque vous démarche? Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est sur quelle échelle de temps? Alors c'est sûr que si c'est une marque qui arrive avec un besoin, le cycle de vente est beaucoup plus court parce qu'en fait, le besoin, il est déjà présent, donc ils attendent juste qu'on leur propose une solution et on peut démarrer. Par contre, quand c'est nous qui allons proposer à une marque, enfin, qui allons nous présenter à une marque, qui allons, essayer de comprendre les besoins, ensuite de revenir avec une offre et cetera, on est sur des cycles de vente qui peuvent parfois prendre, plusieurs mois parce qu'en fait, tu parles à quelqu'un, mais déjà la personne peut être intéressée, mais sauf que c'est pas elle qui a le pouvoir de décision, il faut qu'elle valide ça avec, son N+1. Ensuite, le temps qu'il débloque des budgets, peut-être que ça sera pour le prochain trimestre ou alors pour le début de l'année prochaine. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas aussi simple, et aussi immédiat que, justement de vendre une formation en ligne où, boum, la personne reçoit le mail, elle clique, elle achète. Là, il y a vraiment un truc de, c'est des cycles de vente qui sont longs. Par contre, une fois que la marque est engagée, c'est aussi des missions qui vont durer longtemps en général parce que, à partir du moment où tu es satisfait de l'agence avec qui tu travailles pour ta création de contenu, tu pas forcément envie de recommencer, la démarche d'onboarding avec une autre agence, tous les 6 mois, quoi. Ok. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? Alors on est 2, donc 2 cofondateurs, et après c'est, exclusivement des personnes qui sont en freelance. Mais, on a, un, customer success manager, donc qui gère, les relations avec les marques, une personne, qui nous aide sur la partie commerciale et après on travaille avec différents créateurs de contenu, qui sont eux, qui travaillent avec, une marque ou plusieurs marques, pour aller réaliser, les vidéos pour ces marques et après une partie, enfin 2 ou 3 autres personnes sur, tout ce qui va être, montage vidéo, prise d'images, design graphique et cetera. Ok. Et toi, du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle un petit peu au sein de cette agence? Hem, Là, on va dire que l'essentiel du travail, c'est d'aller parler aux marques, quand en toute la 1re partie, en fait, du cycle de vie avec la marque. Donc de rencontrer la personne, de comprendre les besoins, de faire un brief, de faire une recommandation, de trouver les idées de ce qu'on va faire, d'aller le vendre et une fois que la prestation est validée, par contre, ça passe dans les mains du créateur, du customer success manager et là, moi, je suis beaucoup moins impliqué, par contre. Ok, d'accord. Et ce serait quoi un petit peu, est-ce que vous avez des stratégies pour développer cette agence sur le long terme? Là, on essaye aussi d'aller recruter de nouveaux, créateurs justement, parce qu'on travaille il y a des créateurs avec qui on travaille depuis très longtemps et avec qui ça se passe super bien, mais ils sont, beaucoup en fait orientés sur, les sports de raquettes, le tennis et cetera et on aimerait bien aller chercher, dans d'autres sports aussi, d'aller chercher, je sais pas, des créateurs, plus dans le foot, le basket, le fitness et cetera pour parler à d'autres personnes, parler à d'autres marques dans d'autres marchés. Donc ça, pour l'instant, c'est la plus grosse piste, qu'on essaie de mettre en place.
Là, on est vachement sur le tennis parce qu'en fait, bah, comme je te disais, la personne, Arthur, avec qui je suis associé, à la base, lui, il vient enfin, il est entrepreneur principalement dans le tennis. Du coup, c'était là qu'il avait beaucoup de réseaux. C'était là que c'était plus facile aussi de démarrer l'agence. Mais maintenant, on se dit que, enfin, finalement le tennis en France, à la fois un gros sport et un petit sport par rapport au foot, ou même en termes de pratiquants, le running, ça écrase largement le tennis. Donc, il y a plein d'autres trucs à aller faire, quoi. OK. Et c'est quoi un petit peu du coup votre process, de recrutement pour trouver justement un créateur sur une thématique précise? Bah, déjà, les créateurs actuels avec qui on travaille, c'est évidemment des gens qui sont beaucoup sur les réseaux, donc ils savent, enfin, ils connaissent les profils, ils voient passer les vidéos des autres, et cetera. Donc, eux, déjà, ils peuvent nous faire remonter, en disant, «Ah, j'ai vu, untel qui fait des vidéos sur tel truc, c'est génial, vous devriez aller lui parler». Donc ça marche déjà assez bien. Nous aussi, enfin, moi, je passe pas tellement de temps sur, les vidéos verticales, mais par contre, par exemple, YouTube, je passe beaucoup de temps, peut-être trop de temps sur la plateforme, et je connais très bien le contenu, les créateurs. Donc il y a aussi des noms qui peuvent me venir. Et après, il y a des outils genre Favicon par exemple, pour aller trouver des créateurs peut-être sur des sports que tu connais un petit peu moins bien. Enfin, il y a plein d'outils comme ça qui sont super puissants pour aller découvrir des profils très précis. Et ensuite, l'idée, c'est pas d'aller parler à tout le monde, c'est de voir à chaque fois est-ce que le contenu déjà de la personne en question nous plaît, simplement, et est-ce qu'on a l'impression qu'on serait capable de l'aider, de lui apporter quelque chose. Parce que, enfin, par exemple, si demain il y avait je sais pas, enfin, Thibaut InShape, par exemple, on est beaucoup trop petit pour aider un créateur comme ça. Lui, enfin, les créateurs de cette ampleur-là sont avec des agences énormes qui sont structurées avec des bureaux, etc., avec des équipes de 40-50 personnes à Paris. Nous, on est 5-6 freelance, donc on vise plutôt des créateurs plus jeunes, plus débutants, où pour nous, ce sera plus facile d'avoir quelque chose qui leur convient, quoi. OK, d'accord. Du coup, ce serait quoi un petit peu vos ambitions sur ce projet-là? On va dire, sur un horizon de 5 ans, à quoi ça ressemblerait, The Court dans un monde parfait? Bah, dans un monde parfait, on a réussi à avoir une équipe de, je sais pas, je te dis un nombre au hasard, mais 10 15 créateurs avec qui on travaille depuis des années, avec qui ça se passe super bien et qui représentent 5-6 sports différents, par exemple. Hem, on a réussi à travailler, avec des marques qui nous font confiance, dans le temps, c'est-à-dire pas enfin, on a fait beaucoup d'opérations one shot, et en fait, c'est cool, mais c'est fatigant. Donc, essayer d'avoir plutôt des clients, qui sont là dans le long terme. Par exemple, il y a des clients qu'on a aujourd'hui avec qui ça se passe super bien. Moi, je serais trop content que dans 5 ans, on soit encore avec eux, et que, bah, une mission qui est démarrée sur, des trucs aussi bêtes que, on vous rédige 2 posts LinkedIn par mois, ça soit devenu, une mission, qui est, 10 fois plus importante, où on fait, bah, en plus, on vous aide à créer un podcast, et en plus, on vous aide à créer, des vidéos YouTube et machin. Donc c'est un peu cette idée de dire, aujourd'hui tu plantes, des petites graines, et puis en fait, plutôt que d'aller en planter 50 de plus, juste tu prends les mêmes et tu fais grandir, le plus haut possible, quoi. OK. Et du coup, mis à part ce projet-là, toi, est-ce qu'il y a d'autres projets qui te tiennent à cœur? Hem, Bah, là, ouais, c'est vrai que ça c'est, en fait, il y a un projet où on est associé à un projet où je suis tout seul. Si on revient sur le projet où je suis tout seul, bah, on parlait de, voilà, d'aller tenter, de faire de la vidéo. Je sais que, par exemple, moi, depuis tout petit, enfin, j'ai l'impression d'avoir grandi sur YouTube. Enfin, je regarde du contenu vidéo depuis toujours. Euh, c'est sûr que c'est un truc qui est peut-être plus intimidant que de poster sur LinkedIn, mais je me dis, bah, pourquoi pas essayer. Enfin, la course à pied, le running je sais, sur Instagram, c'est un truc qui est gigantesque. T'as plein de coureurs qui partagent leurs trucs, leurs entraînements, leurs courses, etc. Donc, pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne. Publier, j'en ai absolument aucune idée quoi, mais ça, c'est un truc que voilà, j'ai dans un coin de la tête. C'est juste que j'ai pas encore eu le déclic de me dire vas-y, c'est bon, je tourne une vidéo, je tourne un short, je la publie, et puis on voit ce qui se passe. OK. Mais c'est pas exclu du coup dans les années à venir? Non, et puis bah, comme en plus, enfin, il y a probablement un moment où ça sera. Enfin, je vois pas comment ça pourrait pas ça va s'imposer en fait à moi d'une manière ou d'une autre.
Même en restant sur LinkedIn, si LinkedIn demain change complètement son interface et son algorithme et dit maintenant bah, les vidéos ont 10 fois plus de reach que les posts écrits, bah, il faudra, enfin, si tu veux continuer à exister, il n'y aura pas le choix, quoi. Ok. Et mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres sujets, toi, qui te tiennent à cœur, sur lesquels tu aimerais sensibiliser? Sensibiliser, ouais, après, j'ai fait quelques posts dont on m'avait parlé parfois en MP, donc je sais que je suis pas le seul à penser à ça, mais c'est tout ce qui va toucher au sport, sport à l'école, plus le sport santé, slash prévention contre la sédentarité, etc. Où enfin, je sais que c'est infiniment plus compliqué que ce que je pense de mettre en place des politiques publiques sur le sport, etc. Enfin, je veux pas donner des conseils alors que j'ai aucune idée de ce que c'est d'être, je sais pas, même ministre de l'Éducation, c'est sans doute horriblement complexe. Mais, euh, mais quand même, j'ai l'impression que enfin, la vision du sport que j'ai aujourd'hui versus la vision du sport qu'on me donnait à l'école et que j'avais à l'époque, ça a rien à voir et il y a des discours peut-être que j'aurais aimé entendre à l'époque que j'ai pas entendu, quoi. Comme, par exemple? Bah, comme je sais que en sixième, cinquième, quand on faisait de la course en durée, de la course de fond, bah, j'étais déjà bon en fait et j'étais, je pense dans les tout meilleurs de ma classe ou de mon école et à aucun moment le prof de sport, s'est dit, «Eh, ce serait cool que tu ailles dans un club d'athlé» ou, «Ah, tu devrais continuer, tu quand même bon, essaye de poursuivre un peu là-dedans». Enfin, à aucun moment même, on a pu, nous parler, pas forcément à moi, mais à d'autres personnes, du sport comme, bah, une potentielle carrière en fait. Ça a toujours été un peu, la cour de récré, «Ah on va en sport, bah, vas-y ça va être marrant, on va faire les cons et tout» et ça a jamais été un cours sérieux alors que, l'idée c'est pas que ça devienne un truc, carré, larmé, punitif et tout. Mais, bah, pour les gens qui veulent en fait, il faudrait qu'on on comprenne que, OK c'est dur, mais, tu peux voir ça comme une carrière potentielle, comme, quelqu'un qui est passionné par les maths peut dire, «Bah, je vais devenir ingénieur», enfin de la même manière quoi. Ok. Tu devrais mener des projets là-dedans pour sensibiliser un petit peu à... Pas forcément Hem entrepreneuriaux d'ailleurs, ça peut être associatif ou autre, mais... Ouais, bah, non, je sais pas exactement à quoi ça ressemblerait ou ça pourrait être, bah, ne serait-ce qu'un, je sais pas, un podcast ou même des conférences ou aller parler à des gens et tout, ouais, pourquoi pas? Parce que, enfin, moi, je sais que, alors je suis peut-être biaisé, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le sport et la course qui m'a le plus, changé en tant que personne sur les dernières années. Et je me dis que, enfin, il y a tellement de personnes qui racontent la même histoire de comment, ils se sont transformés après avoir couru un marathon, ils se sont mis, je sais pas, à l'Ironman, ils ont fait un Ironman, ça a changé leur vie et cetera. Il y a tellement d'histoires de dingues comme ça, de personnes, même à des niveaux amateurs très modestes, qui ont complètement changé de destin, grâce au sport, que, ça aurait vraiment une valeur, de dingue qu'on amène un peu plus ça, dès l'école, dès le collège, que ça soit pour, bah, dire que tu peux faire, une carrière dans le sport si tu as envie, si tu t'en donnes les moyens et puis juste, même si c'est pas une carrière, enfin, bouger un tout petit peu, c'est pas une punition, c'est pas un truc qu'on t'inflige, mais fais-le, parce que ça va te faire du bien, quoi. Ok. Donc même au-delà comment dire, de donner des cours de sport, vraiment sensibiliser à la pratique et à ce qui est important. C'est... Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, c'est ça, enfin, si tu regardes, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est, ouais, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est genre 20, on a les enfants qui ont perdu, 20 ou 30 de capacité, cardiovasculaire, aujourd'hui versus, 1980, un truc comme ça. Et ça va forcément pas en s'améliorant. Je crois que là aujourd'hui, au bac, c'est du 3 fois 500, mais à l'époque c'était plus que 500 mètres, c'est des 800 mètres ou des trucs comme ça. Enfin, on va vraiment pas dans une direction où on a les jeunes sont pas plus actifs maintenant qu'ils l'étaient il y a 10 ans, et du coup, a priori, il y a rien qui fera que dans 10 ans, ils seront plus actifs qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense que c'est... Ouais, d'autant plus dans les pays développés en plus, je pense que... Mm. Ouais, complètement. Eh ben écoute, pour conclure cet épisode, j'ai trois petites questions rapides à te poser. Ouais. Donc la première, bah, c'est c'est un grand classique des podcasts, mais en tant que grande amatrice de livres, je me sens obligée de la poser. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Bah, pour rester dans le thème du sport, Shoe Dog de Phil Knight, le fondateur de Nike.
Shoe Dog, c'est le titre anglais, je sais plus exactement comment le livre, Ah, c'est L'Art de la l'art de la victoire. victoire. Ouais, c'est ça. Qui est vraiment, un combo entre un livre de course à pied et un livre d'entrepreneuriat. Parce que Phil Knight était un passionné de course avant d'être un entrepreneur. Et ça raconte vraiment, enfin, l'histoire de Nike, franchement, il y a peut-être un film qui en a été fait, je sais pas, mais en tout cas, c'est raconté vraiment comme si c'était un film. Et c'est captivant. Même si on n'aime pas spécialement la course à pied ou même si on n'aime pas spécialement l'entrepreneuriat, je pense que ça se lit vraiment super bien. Ouais, je suis d'accord, ouais, ça se lit comme un roman. Ouais. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi quand tu ne seras plus là? C'est compliqué de se projeter quand on a 23 ans sur, sur ce genre de choses. Euh, Si je te réponds avec le regard d'aujourd'hui, je te dirais que j'aimerais avoir, on va dire, inspiré peut-être des gens même si pas forcément 1 million de personnes ou quoi, mais même si c'est déjà des personnes dans mon entourage ou même quelques personnes en ligne, peut-être les avoir inspirés à se dire, à être plus actifs, à plus avoir, même au-delà du sport, à plus arrêter de vivre un peu par défaut et se poser des questions sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, c'est des questions que par chance, je me suis posé super tôt, vu que j'ai arrêté mes études en cours de route pour commencer à entreprendre. Mais j'aurais très bien pu me les poser à 45 ans, à 60 ans, ou ne jamais me les poser et regretter sur mon lit de mort. Donc voilà, inciter peut-être, voilà, être plus actif et plus se poser des questions sur ce qu'on a vraiment envie de faire le plus tôt possible, en fait, parce que euh, on a déjà des débuts d'éléments de réponse à 20 ans. On a déjà parfois plus ou moins une espèce d'idée. C'est juste que, enfin, je sais pas, peut-être on n'ose pas trop l'assumer et tout. Mais on sent plus ou moins vers où on veut aller. Faut pas avoir peur de le dire et de suivre ça, quoi. OK. Et pour terminer sur une note un peu plus légère, est-ce qu'il y aurait une petite anecdote que tu aurais envie de nous partager qui soit en lien avec le sport? Oui, du coup, c'était cet été, au mois d'août, j'ai passé, tout le mois d'août à Budapest et du coup, j'ai pu assister aux mondiaux d'athlétisme et donc j'y ai été 2 jours et un des 2 jours où j'y ai été, où je me suis retrouvé assis, en fait, au milieu d'une partie des familles, des athlètes qui participaient ce jour-là et donc il y avait la finale de l'heptathlon, enfin, les dernières épreuves de l'heptathlon et donc j'étais 2 rangées derrière, en fait, la mère et la sœur d'une athlète américaine qui a été médaillée. Alors, je sais plus si elle a été championne du monde ou pas, mais qui a été médaillée à l'heptathlon. Et du coup, l'athlète est venu retrouver sa mère et sa sœur après la course, 2 mètres devant moi. Elles étaient en train de se prendre dans les bras, en larmes et tout. Et en fait, déjà, c'est super, super beau à voir. Et en fait, tu te rends compte dans ces moments-là, enfin, dire la mère et la sœur, c'est des personnes totalement lambda, même l'athlète dans ce moment-là ça paraissait comme quelqu'un de lambda et tu te dis en fait enfin ils sont pas surhumains quoi. C'est là que tu vois genre c'est juste des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui mettent en place des sacrifices de dingue pour y arriver et qui embarquent tous leurs proches, toute leur famille dans le projet. Mais il y a pas de, enfin ils ont 2 bras, 2 jambes. Leurs parents quand ils réussissent un truc pareil, ils sont super stressés et puis après ils sont trop fiers pour eux. Et je trouve que ça permettait de vachement casser la barrière entre personnes lambda et athlètes de haut niveau. En fait, c'est des personnes lambda aussi, c'est juste que voilà, ils ont mis en place quelque chose d'extraordinaire pour arriver à des résultats de dingue. Mais enfin, je sais pas, il y avait un truc où j'arrivais presque à m'identifier à elle, alors que ça, c'est évidemment pas du tout le même niveau. Mais voilà, c'était super inspirant. Ah bah, merci pour ce partage. Ça me fait penser, il y a pas très longtemps, j'ai regardé la série, sur les frères Ingebrigtsen, je sais pas si tu l'as déjà Ouais, regardé? Et c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu, cet effet-là aussi. Tu te ouais, dis: «Mais en ouais, c'est fait, ça. ouais, c'est des mecs passionnés et voilà, ils ont juste mis, les actions les unes après les autres et c'est ça qui a Ouais. fait le résultat». Mais ouais, l'athlétisme permet vachement ça parce que c'est pas, hormis, on va dire, 2-3 superstars, le reste, c'est des personnes qui sont, que tu reconnaîtrais pas dans la rue. Enfin, pour la plupart des gens, tu prends même la finale du 100 mètres, tu retires Noah Lyles, la plupart des sprinters, personne les reconnaîtrait dans la rue. Ouais, C'est des c'est mecs qui ouais, sont encore normaux, qui sont pas c'est starifiés vrai, comme, ouais. je sais pas, des joueurs de foot. Et du coup, c'est vachement plus facile de s'identifier, alors que, je sais pas, Mbappé, par exemple, on peut être admiratif à des exploits, mais c'est plus difficile de se dire ah ouais ça pourrait être moi alors Ouais, que complètement, ouais, l'athlé je permet suis vachement d'accord, ça. je suis d'accord. Bah, écoute, merci Samy de m'avoir accordé un peu de ton précieux temps. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi, ce serait quoi les liens sur lesquels on peut te retrouver?
LinkedIn où je publie, tous les jours et après s'il y en a qui veulent aller plus loin, en particulier, plus sur le côté, vraiment, course à pied, j'ai ma newsletter, qui part, 1 fois par semaine. OK, ça marche. Je mettrai les liens en description. Et ben, merci beaucoup. Je te souhaite, beaucoup de réussite pour la suite et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.